pour mieux vulgariser la langue poulard. Foyeré, au cœur de la culture poulard, à ne pas rater. Les dunes Yudjeri, les Serrères et Diola ne seront pas en reste. Foyeré, c'est avec Yaïkan Diallo, tous les dimanches de 14h à 15h. Foyeré, une émission culturelle, rien ne sera épargné de la culture poulard. Affaire Ousmane Sonko, les décisions de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel ont-elles définitivement écarté le leader de l'ex-PASTEF de la participation à la présidentielle, le processus électoral et ses nombreuses failles dans le système, le fichier électoral en question et la question du parrainage? Comment comprendre des dizaines de milliers de parrains non reconnus, le tirage au sort et la question des doublons externes? Le parrainage optionnel révèle-t-il ses limites? Les syndicalistes de plus en plus dans la politique, qu'est-ce qui les fait courir? Le syndicalisme est-il en train de mourir au Sénégal? Voilà entre autres questions au menu de Remue Ménage. Et pour en débattre, Binta Diallo reçoit ce dimanche 7 janvier 2024 Serigne Mansour Tall, enseignant-chercheur à l'université Amadou Mahtar Mbow, et Mbaye Falley, ancien syndicaliste, coordonnateur de la plateforme pour la promotion de l'école de la réussite. Remue Ménage, c'est tous les dimanches 10h-11h avec Binta Diallo sur la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci également à Abdou Cham à la technique de ce remue-ménage qui reçoit ce dimanche Serigne Mansour Tall, enseignant-chercheur à l'université Amadou Mahtar Mbow. Bonjour et merci Mansour d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Binta et bonjour à tous les auditeurs de la RFM et de Remue Ménage. Nous recevons également un ancien syndicaliste, coordinateur de la plateforme pour la promotion de l'école de la réussite. Sommes-nous en train de vivre le contraire avant de vous dire bonjour? Mbaye Falley, l'école est-elle dans l'échec? Bonjour Binta Diallo. Je salue l'ensemble des auditeurs de votre chaîne. L'école de la réussite, c'est un objectif. Donc l'école sénégalaise connaît beaucoup de problèmes. Donc nous sommes loin de la qualité tant désirée. Le projet éducatif, les réformes qui ont été engagées n'ont pas permis d'avoir les résultats escomptés. Or, la mission fondamentale de l'école, c'est d'amener tous les apprenants vers la réussite. Comment? Donc c'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait mettre le focus sur cet aspect-là. Parce que, tant bien mal, les résultats et le jeu obtenus par une petite catégorie ne doivent pas nous faire perdre de vue que la grande majorité des élèves ne parviennent pas à s'en sortir. Et c'est ça le problème de fond. Donc pour aller vers l'école de la réussite, nous avons identifié ce qu'on appelle des transformations qualitatives. Donc nous avons pointé, mis le curseur sur des transformations qualitatives qui, appliquées, introduites, pourront nous permettre d'avoir une école de qualité. Parmi ces transformations, bon, il y a l'environnement scolaire, il y a la question des intrants et matériels pédagogiques à suffisance, il y a la question des infrastructures scolaires, il y a les conditions d'enseignement-apprentissage, mais aussi et surtout, il y a la condition du personnel enseignant. Oui. Et là, vous vous adressez directement au prochain président de la République. Oui, bien sûr. Nous nous adressons au pouvoir public parce que nous pensons, et c'est une conviction forte, que l'éducation doit être au centre des priorités. On ne doit pas l'agiter comme ça, comme un slogan creux au gré des circonstances, mais il faut en faire une réalité concrète, une réalité palpable. Donc pour que l'éducation soit au centre des priorités, fondamentalement, il faut une réorientation, une redéfinition des politiques publiques dans ce sens-là. Donc c'est ça le sens de notre engagement. Il s'agit de nous battre, de créer... Nous avons quand même plus de 40% de bon, c'est ce qui se dit, mais dans la réalité, budget, hein? Dans la réalité, pratique, les insuffisances, les déficits sont criants. Et l'école rencontre beaucoup de problèmes. Oui, c'était juste une ouverture. On en reparlera dans une autre émission. Est-ce que vous partagez en tant qu'enseignant? Oui, l'école est très loin de la réussite parce que quel que soit l'indicateur ou l'angle d'attaque à partir duquel on observe l'école, on est rattrapé par la crise.
L'école ne peut pas être une école de la réussite quand près de 8000 abris sont provisoires. L'école ne peut pas être l'école de la réussite lorsque on constate tous la perte de qualité tant du point de vue des enseignants que des élèves. Et justement, c'est parce que l'école dans les niveaux inférieurs sont dans une situation d'échec que les universités aussi sont forcément dans une situation d'échec. On ne peut pas avoir une bonne université lorsqu'on n'a pas de bonnes écoles. On avait organisé il y a 2 décennies les assises de l'éducation, mais on voit que beaucoup de conclusions n'auront pas été appliquées. Il y a un décalage énorme entre les enseignements-apprentissages et la demande et les possibilités, les opportunités en matière d'insertion. Le spectacle que nous observons à partir des pirogues, à partir des grèves cycliques, montre que quand même l'école est en situation d'échec. Et tant que nous n'apporterons pas des solutions pérennes, durables à notre école, c'est sûr que nous continuerons d'être en crise totale. Et pour fermer justement ce chapitre, votre plateforme a décidé de s'en tenir avec les différents candidats et vous avez des propositions en ce sens par rapport à la réussite de l'école. Bien sûr. Nous avons pensé que l'élection présidentielle offrait une opportunité historique pour régler définitivement certaines préoccupations qui sont toujours en suspense. Donc ces préoccupations-là, nous les avons identifiées. Nous leur avons donné un contenu, nous avons engagé une réflexion de grande envergure pour faire des propositions, parce qu'également, nous devons être une force de proposition. Et ce sont ces propositions-là qui visent à installer les élèves dans des conditions optimales d'études et de réussite, à revaloriser fondamentalement la condition du personnel enseignant, parce que, quoi qu'on puisse dire, pour aller vers l'école de la réussite, il faut que l'engagement et le dévouement des enseignants dans la prise en charge, dans la formation des jeunes générations, soient non seulement reconnus, mais rétribués à sa juste valeur. Absolument. Il nous faut, dans un premier temps, certes, il faut analyser la chose dans sa globalité, mais ne pas perdre de vue que pour installer la réussite, il faut des enseignants bien formés et bien rémunérés. Donc c'est la base, donc c'est la clé de voûte pour une éducation de qualité, la motivation, parce que ça fait appel à la motivation des enseignants démotivés, donc ne donneront pas le meilleur d'eux-mêmes dans la prise en charge des générations. Or, on ne peut pas construire ce pays sans l'école. On ne peut pas construire ce pays sans l'éducation et la formation, parce que tout simplement, le Sénégal que nous léguerons à nos enfants dépend en grande partie des enfants que nous léguerons à notre pays. Donc, d'où le caractère prioritaire, primordial de l'éducation et de la formation. Maintenant, il ne faut pas laisser donc la classe politique en faire un slogan. Il faut créer les conditions pour imposer que l'école soit au centre des priorités. Et c'est ça le sens de notre engagement. Merci Mbaye Fall Leye. Nous allons aborder les autres actualités et entrer à la politique. La dernière info, Mansour Tall, et que Sonko ne va pas participer à la présidentielle. La Cour suprême a confirmé le verdict de la Cour d'appel en cassation et le Conseil constitutionnel a rejeté son dossier au motif qu'il n'était pas complet. Finalement, Sonko out. Oui, mais c'était quelque chose d'attendu au regard des péripéties judiciaires, politico. En tout cas, c'est presque officiel, même si d'après ses avocats, ils attendent la notification du Conseil constitutionnel. Il faudra peut-être composer avec et voir quels sont les plans B, les fameux plans B qui sont déployés d'un côté ou de l'autre. En tout cas, on peut tirer plusieurs enseignements de ce parrainage qui, comme nous le savons, est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire pour un peu rationaliser aussi les candidatures. On ne peut pas avoir nous reviendrons justement sur ça. Mais je voulais avoir votre avis sur la non-participation de Ousmane Sonko, parce que quand même, il est un élément central. C'est un élément central. C'est même à coup sûr peut-être le leader de l'opposition. Sa non-participation apporterait quand même quelque chose qui manquerait à cette élection. Cela est clair. Maintenant, pourquoi il ne participe pas, pourquoi aussi son dossier n'est pas passé. En tout cas, c'est un regret. On aurait bien voir ce qu'il pèse. On aurait bien voir aussi qu'il y ait une réduction. On aurait bien aimé voir qu'il y ait un repositionnement ou en tout cas une recomposition de la classe politique.
mais tout cela aussi rentre dans le cadre d'une démocratie à parfaire, de la représentativité, comment on devrait l'évaluer, ça aussi c'est au niveau syndical, ça va être la même chose. En tout cas, il n'y a pas une lisibilité des forces politiques en présence, il n'y a pas une lisibilité de leur vision, il n'y a pas une lisibilité au-delà des appartenances idéologiques, de là où ils vont amener ce pays. Absolument. Bon, sa non-participation est quand même, il faut l'avouer, un regret, mais bon... Il a quand même eu des déboires judiciaires, mais beaucoup ont pensé également que c'était une élimination de notre adversaire. Oui, je pense... encombrant, est-ce que vous le pensez? Moi, je pense que dès le départ aussi, de l'autre côté, on n'était pas très favorable à sa participation. Bon, maintenant, peut-être qu'il a manqué un peu de lucidité à un moment donné pour justement prendre en compte cette donne qui est quand même importante. Peut-être qu'il avait surévalué ses forces, mais en tout cas, c'est un regret pour tout le monde qu'il ne participe pas à ces élections, parce qu'on aura quelque chose qui manque. Et ce qui fait encore peur aussi, c'est que son plan B aussi risque peut-être de ne pas participer aux élections. Ce serait dommage de faire les élections sans l'ex-Pastef. On parle de Diomaye, vous voulez dire Diomaye, mais on parle de plan B comme Habib Sy également. Oui, mais peut-être ce sera difficile quand même que Habib Sy puisse incarner, à mon avis, quand même la ligne de conduite de l'ex-Pastef. Habib Sy aussi a été directeur de cabinet de Wade. Oui. Il est difficile de l'extirper du système. Oui, ça va être très difficile. Je pense que peut-être il fallait, en termes de stratégie politique, tenir compte de ça. Et quand leur sein, qu'ils puissent organiser peut-être un plan B. Cheikh Tidiane Dièye peut l'incarner, à mon avis, même s'il n'est pas de l'ex-Pastef. Déthié, je pense qu'il y a plus de rapprochement comme c'était le cas au début, il y a une année avec Sonko. Je pense que il a aussi choisi sa voie. En termes d'alliance, ça va être possible, mais en termes de représentation de l'ex-Pastef, je pense que ça va être difficile si Diomaye ne participe pas. Oui. Alors, mais il fallait, au vu de toute cette trajectoire politico-judiciaire de Ousmane Sonko, est-ce qu'il fallait s'y attendre, sa non-participation à la présidentielle, ou également Habib Sy, que d'aucuns déjà choisiraient comme le plan B, ou Diomaye de Sonko. Quel est votre point de vue par rapport à tout ça? Bon, moi, je ne pourrais pas peut-être aborder les questions de droit parce que je n'en suis pas un expert. Oui, votre opinion. De même, par rapport au choix interne de Pastef, là, bon... je préfère ne pas aborder cette question. Mais du point de vue du principe, je pense que l'exigence démocratique impose des élections inclusives. Il est quand même déplorable et condamnable que des artifices puissent être utilisés pour empêcher ou bien pour éliminer un candidat. Vraiment, c'est déplorable. Donc, il a été éliminé? Non, il a été éliminé. Au nom de la politique politicienne. Moi, mon option est par principe. Je pense qu'on doit ouvrir, les élections doivent être ouvertes. On doit permettre la pleine participation de tous ceux qui respectent donc, les conditions exigées. Donc, nous avons tous observé qu'il y a eu des entraves quand même. Et ça, nous devons à la vérité de le dire. Et de ce point de vue, ça ne fera que perpétuer la dynamique de confrontation qui existe actuellement. Or, nous avons besoin d'apaisement. Il fallait créer les conditions pour des élections transparentes, inclusives, libres et apaisées. Et en dernier ressort, laisser le peuple sénégalais faire son choix. Moi, c'est mon sentiment le plus profond. Il faut laisser, on ne peut pas choisir à la place du peuple. Il faut laisser ceux qui sont au pouvoir, présentent leur bilan, ceux qui sont dans l'opposition, présentent leur projet et que le peuple arbitre. Tout à fait. C'est ça la démocratie. Donc si on entre maintenant dans certaines logiques, c'est sûr que les acquis pour lesquels nous sommes battus pendant très longtemps vont être remis en question et ce n'est pas ce qui est souhaitable. Nous devons tout faire pour renforcer et consolider la démocratie et le facteur, l'indicateur, donc le plus visible ou bien le plus palpable de la vitalité démocratique, ce sont des élections libres, transparentes et inclusives. Donc tout doit être fait pour que les acteurs, ceux qui portent des projets de société, puissent participer à ces élections-là et que le meilleur gagne. Oui, tout à fait. Parce que ce qui est un peu dommage, c'est qu'il soit
éliminé de ces élections pour une déclaration aussi condamnable soit-elle. S'il avait été éliminé pour détournement de deniers publics ou pour des crimes, peut-être là, ce serait moins grave, mais quand même l'éliminer pour une déclaration, je pense que, même si c'est une diffamation, je pense qu'on aurait pu trouver peut-être une sanction moins lourde quand même que l'éliminer des élections, même si on dit cette lex dura lex, mais quand même, nous sommes en politique. Et comme vous le dites, Mbaye Fall, il serait mieux quand même qu'on ait des élections inclusive et que la démocratie puisse être nourrie par la volonté populaire. Mais tout compte fait, à mon avis, ça ne sert à rien aussi de rentrer dans une logique de confrontation, de violence. Les gens en politique doivent être mieux aguerris, mieux armés et inventer, peut-être, quelle que soit l'adversité en face, les moyens de se retrouver autour d'une table de dialogue et de laisser parler le peuple. Ça a été toujours le cas, hein. On a assisté à des difficultés. Wade a été presque accusé de crime, mais il a été blanchi. Ensuite, il a participé au gouvernement et a participé aux élections. Moi, je pense que c'est ce qui faisait notre ADN au niveau sous-régional, c'était justement ça. On arrivait toujours à s'asseoir, à discuter et à ne pas rentrer dans une logique de confrontation, parce que justement la démocratie va en pâtir, mais aussi même la stabilité du pays, les relations au sein de la classe politique, tout cela va en pâtir pour le futur. En tout cas, c'est un regret pour tous les gens épris de paix et engagés dans le processus démocratique qu'ils ne participent pas. Peut-être il faudra en tirer les leçons, et c'est pas encore fini parce que c'est le peuple qui va décider. Même s'il ne participe pas, le sens du vote montrerait ce à quoi attendrait le peuple. On verra la suite. J'espère. La consigne également pourrait être déterminante. La consigne tout à fait. Sa consigne va être déterminante. Même si ces candidats qui lui sont proches sont éliminés, sa consigne pourrait être déterminante. Et justement, le jeu politique revient toujours au peuple, comme le dit Mbaye Fall. Le peuple reprend sa souveraineté le jour du vote. C'est ça. Seul le peuple est détenteur de la souveraineté. Donc, je pense qu'on ne peut pas choisir à la place du peuple. Oui, il faut que les élections soient libres, transparentes et que le peuple départage les candidats. Tout à fait. Donc il faut l'élimination. C'est le peuple qui doit éliminer. C'est le peuple qui doit choisir. Mais est-ce qu'avec ce qu'on a vu au premier tour du contrôle des parrainages, on n'est pas également en train de procéder par élimination? Bien sûr, c'est dommage, c'est déplorable. Je pense que quand même le si hasard... on dit que le parrainage est quand même un filtre indispensable. Non, quand le hasard est la chance, donc permet de choisir ceux qui vont postuler pour la magistrature suprême, je pense qu'il y a fondamentalement problème. Et c'est ce qu'on a vu. Donc c'est l'ordre d'arrivée qui a déterminé les positions. Certains sont passés parce que tout simplement, ils ont été les premiers à déposer le dossier à la suite d'un tirage au sort. Je pense que ça, c'est une méthode qui n'est pas pertinente. Il faut fondamentalement revisiter ça et changer. Donc il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus sérieux, beaucoup plus rigoureux. Tout à fait. Donc dans la gestion des questions, surtout pour ce qui est de l'élection présidentielle. Parce que sur 9 candidats, il y a que sur 93 candidats à la candidature, il n'y a que 9 qui sont passés directement pour le premier tour. Mais moi je pense qu'il faut aller plus loin et réinterroger même ce processus de parrainage. Je pense qu'il y a quand même un désordre. 93 candidats, c'est trop. Au-delà du tirage au sort, il faut quand même une recomposition de schéma politique. On ne peut pas avoir 93 candidats pour un pays qui fait 18 millions. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut réinterroger. Parce que moi, je suis pas d'accord avec ce que Diouf avait dit, Djaka Djangini Kouner Nod. Non, ça se passe pas comme ça. Même dans nos Djaka, il y a des gens qui sont préposés à faire l'appel. C'est pas tout le monde. Donc, il faut revoir carrément ce processus et le réorganiser pour qu'on ait quand même des camps politiques suffisamment tranchés au sein duquel non, ça n'a pas suffi, on l'a vu.
Et puis c'est une perte de temps, c'est beaucoup d'argent, c'est aujourd'hui un désordre total, ce processus. Le tirage au sort était peut-être un mal nécessaire, mais à mon avis, il faut mener les réformes et voir comment nous pouvons faire émerger des gens susceptibles de participer aux élections et ne pas se focaliser sur le parrainage, qui est certes un mal nécessaire, mais on l'a vu qui ne constitue pas une solution. Ça a été quand même décidé de concert au niveau du dialogue politique. Ils ont fini par choisir le parrainage optionnel. Optionnel, et même le rabaissement du nombre. Oui. On a vu que le rabaissement du nombre de 0,8 à 0,6 c'est demandé par l'opposition, ça. Et nous avons vu que ça ne favorise. On a vu même des candidats inventer des noms de députés. Vous voyez donc que c'est pas trop sérieux, hein. Cette affaire-là, il faut carrément revoir ça. C'était une solution, mais on a vu que ça ne règle pas du tout le problème. Il faut revoir la classe politique et puis voir comment on peut réorganiser les élections, parce que dans tous les pays, il y a quand même un processus de sélection qui se fait, même dans les grandes démocraties. C'est soit au sein de camps politiques, soit comme c'est le cas des États-Unis, au sein de primaires. Il faut quand même qu'on invente, qu'on s'asseye autour d'une table, que un dialogue politique sincère, et inclusif. Oui, ou à partir duquel vont émerger des leaders dans des camps quand même connus. Mais on ne sait pas qui est candidat, pourquoi il est candidat. On voit des gens qui se réveillent, qui mettent leur nom sur les murs, et puis après tout le monde revient pour être candidat. À mon avis, c'est pas un problème de caution, c'est pas un problème de parrainage, c'est un problème de sincérité de la classe politique. C'est un problème, c'est surtout la situation. Parce qu'on est en train quand même d'infantiliser pratiquement. Il y a une banalisation quand même des élections. Ça a commencé avec la banalisation des partis politiques. Tout à fait. Donc ça met en avant la question fondamentale, la problématique de la citoyenneté responsable. Et d'où l'importance de l'école. Il nous faut aller vers vraiment la formation, non seulement de compétences, mais également de valeurs. Des citoyens responsables, des citoyens autonomes, des citoyens compétents, des citoyens qui ont un sens aigu de la responsabilité. Je pense que tout tourne autour de l'école. C'est quand les politiques d'anéantissement et de sabotage de l'école donc ont été renforcées que nous avons assisté à un délitement de l'homme sénégalais. Donc il n'y a plus de valeur. Et nous devons également réviser nos rapports à la politique. Fondamentalement, c'est ça, parce que pour beaucoup, donc c'est un raccourci. La politique est un tremplin pour l'enrichissement personnel. Tout à fait. Donc la mission de servir laisse la place à la mission de se servir, donc à l'intérêt de se servir. Et c'est extrêmement grave. Donc tout ça, tous ces gens qui déposent, c'est pour un positionnement. Pour la plupart, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de projet de société, ils n'ont pas fait de travail de terrain. Donc ils pensent que donc l'élection est une tribune pour se positionner et négocier pour faire éventuellement, et négocier éventuellement avec les candidats qui sont. C'est comme ça que ça c'est comme ça. Depuis plusieurs années, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a des coalitions qui se forment avec des partis qui ne sont représentés que par leurs responsables et qui profitent des avantages que confère, des avantages matériels et symboliques que confère la position de pouvoir. Il nous faut essayer de réinterroger notre rapport à la politique, de ressentir, parce qu'on aura beau faire donc des dialogues et autres, on aura toujours le même résultat. Voilà. Il faut fondamentalement. Il faut changer les partis politiques. On ne peut pas encadrer ou limiter la démocratie, mais également il faut que tout se passe dans les règles de l'art. Aujourd'hui, ce qui a fondamentalement posé problème, mais c'est la foultitude de candidats. Chacun veut être président de la République. Donc ça pose véritablement. L'essence du dialogue Mbaye Fall, c'est surtout pour encadrer les partis politiques, parce que justement c'est parce qu'on a des partis politiques qui ne tiennent qu'à une ou deux personnes, mais qui vous donnent le droit d'aller assister à des structures comme la conférence des leaders de partis que cette situation est arrivée. Donc à mon avis, il faut une refonte de ces partis politiques. On doit limiter la démocratie. Justement, si vous créez un parti politique, vous ne participez pas à des élections, vous n'avez pas de siège, vous n'avez pas de bilan, vous n'avez pas d'instance. Mais à mon avis, il faut arriver à un moment donné aussi où il faut remettre de l'ordre dans la maison. Les partis politiques deviennent un tremplin pour la visibilité personnelle, pour le partage des postes de responsabilité. Et ça, à mon avis, c'est lié au fait qu'il y a un désordre total au sein des partis politiques. Et ça, seul le dialogue peut le régler. Il faut que les gens s'asseyent et qu'ils mettent
remettre de l'ordre dans les partis politiques. Et à mon avis, justement, cette situation qui perdure va complètement déliter notre démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans des élections, comme vous le dites, inclusives, mais aussi sans la représentativité des partis politiques au sein de l'espace politique. Et à mon avis, il faut revoir ça, parce que le PASTEF, quand même, dissous ou non, est un parti assez représentatif. Et on voit d'ailleurs au regard de ces parrainages que il y a une recomposition même des partis politiques anciens. On a vu quand même des mastodontes être soumis à aller compléter leur parrainage. Ça, c'est pas l'effet seulement du tirage au sort, hein. C'est l'inorganisation de ces partis. On a vu que beaucoup ont des doublons parce que certainement ils ont très mal rempli. Le langage informatique est un langage codé, hein. Si vous mettez pape à la place de papa, vous êtes inconnu du fichier. Donc c'est pas seulement le parrainage, hein. De toute façon, il y a des candidats qui sont passés parmi les 9 qui n'étaient pas du tout parmi les premiers tirés au sort. Cela veut dire que certains n'ont pas pris les choses au sérieux, on les a pas vus aller sur le terrain, on les a pas vus mettre une équipe pour le faire. D'autres ont choisi des solutions faciles, c'est-à-dire le parrainage par les députés ou par les élus, parce que tout simplement il y avait un risque à ce que les gens n'aient pas bien travaillé. Cela aussi est révélateur du fait que la classe politique va se recomposer, mais il faut encadrer cette recomposition, il faut rationaliser l'espace politique, parce que tout le monde ne peut pas être candidat. D'ailleurs, Serigne Cheikh le disait, si on fait pas attention, les électeurs vont être les élus ou les candidats aux élections vont être plus nombreux que les électeurs. Et il faut rationaliser ça. À mon avis, c'est les vrais débats qu'il faut mettre sur la table, parce que sinon on va toujours... C'est un coup, on perd beaucoup d'argent et de temps avec ces histoires de parrainage, avec ces histoires de parité. Je dis souvent que les problèmes de notre démocratie, c'est ces 3 P. C'est les pouvoirs excessifs du président de la République, c'est la parité qui doit se jouer par les coudes que les femmes vont bousculer les gens, mais c'est pas le décréter. Et cette question du parrainage, c'est ces 3 P, ça ne marche pas. Il faut revoir un autre système. On a vu, au vu de ce qui s'est passé, les profils qui sont sortis lors du premier tour, que la reconfiguration politique va se faire nécessairement au soir du 25 février. Bien sûr, c'est l'histoire qui marche comme ça. Il y aura forcément un processus c'est incompréhensible, un processus de reconfiguration. Comme on l'a dit, je voudrais tout simplement, en étant d'accord avec le professeur, montrer que en réalité le dialogue c'est bon, mais les conditions du dialogue, parce que c'est la classe politique donc qui appelle au dialogue, qui organise le dialogue, qui pilote le dialogue. Il faut d'autres acteurs. Tout à fait. Non, c'est pas la suite, mais également des experts dans plusieurs domaines. Ça ne doit pas uniquement faire, on doit mettre un terme a eu le dialogue national, à l'accaparement de l'espace public par la classe politique, à l'accaparement des biens et ressources, du débat public, tout tourne autour de la classe politique. Il faut faire intervenir d'autres acteurs, des experts, la société civile puisse avoir un rôle beaucoup plus prépondérant pour que des solutions, parce que en fait les politiques n'imaginent ou bien ne mettent sur la table que des solutions qui les arrangent. Et il faut dépasser cela. Donc de ce point de vue, moi je pense qu'il y a tout un travail à faire. Il y aura une recomposition, c'est normal, et je pense que les états-majors politiques doivent composer avec cette nouvelle donne-là. La recomposition est en cours, elle sera beaucoup... C'est pas aujourd'hui que ça a commencé, donc depuis les législatives, nous avons constaté qu'il y avait vraiment des tendances qui étaient en train de monter, donc qui étaient en train de se renforcer, et que ces tendances-là préfiguraient une recomposition en fond de la classe politique. Il y aura et de plus en plus, le Sénégal sera très difficile à gouverner, parce que les populations ont un niveau de conscience politique très élevé et seront de plus en plus exigeantes par rapport donc au pouvoir public. Surtout les jeunes. Surtout les jeunes. Essentiellement jeunes. Donc pratiquement les moins de 40 ans font 82% de la population. C'est une donne, donc c'est une dimension à intégrer dans l'analyse et à prendre en compte donc dans les solutions qui devraient être imaginées pour permettre donc... de toute façon, on verra avec les résultats, mais l'émergence de profils comme Anta Babacar Ngom est quand même presque une petite révolution, parce que non seulement elle est femme, mais elle vient du secteur privé. Et si elle passe le parrainage devant d'anciens premiers ministres, ça veut dire qu'elle s'est beaucoup investie, a parcouru le pays, a dialogué avec les gens. Et tout le monde l'a vu à l'œuvre quand même. Oui, tout le monde l'a vu à l'œuvre, même si au départ on avait pris les choses avec un humour très caustique, mais
on voit que son discours commence à porter ses fruits. Et je pense que c'est comme ça qu'on va construire un nouveau profil de leader politique pour complètement changer les choses. Le fait d'avoir été Premier ministre ou ministre n'est plus un gage de notoriété politique. Et ça, je pense que c'est une leçon que nous devons tirer de ces parrainages. Mais avec les élections qui vont venir aussi, peut-être on va faire émerger peut-être des organisations politiques moins basées, comme il le dit Mbaye Fall Leye, sur l'accaparement des positions politiques, sur une rente de situations liées au profil qu'on a occupé, mais qui va dépendre d'un projet politique qu'on met sur la table. De toute façon, les jeunes, comme je l'ai toujours dit, ils ne nous laisseront pas faire éternellement. Ils sont pressés, ils ont envie de voir des solutions tout de suite. Moi, quand je vois les gens se battre pour le pouvoir, j'ai peur parce que je me dis, une fois installés, les jeunes vont il aura du pain sur la planche. Tout à fait. Ils ne laisseront pas faire parce que les seules options qui leur restent vont être difficilement attractives parce que les pirogues vont s'arrêter à un moment ou d'autre. L'insertion, comme aux États-Unis où il y a peut-être aujourd'hui 5000 nouveaux arrivants qui peinent à trouver où dormir, de quoi manger, ne vont plus être des solutions attractives. Et là, les gens vont taper sur la table et exiger tout de suite que les solutions leur soient données, qu'il leur soit trouvé des emplois, qu'ils soient bien formés, comme il le dit Mbaye Fall Leye, mais aussi surtout qu'on puisse leur faire garder espoir. Absolument. Et dans ce pays, malheureusement, aujourd'hui, on perd de plus en plus de l'espoir, alors que le pétrole se profile à l'horizon et le gaz, mais on n'a plus beaucoup d'espoir. Les gens peuvent rester une année sans... les universités sont fermées depuis longtemps, les écoles ne marche pas. À mon avis, le candidat qui va arriver, moi je le plains. S'il n'a pas un projet politique à mettre sur la table, je suis sûr que les jeunes ne nous laisseront pas continuer comme ça avec, comme disent les Anglais, business as usual, faire comme on a toujours fait. Ça, je pense que c'est bientôt fini. Serigne Mansour Tall, enseignant-chercheur à l'université Amadou Mahtar Mbow. Nous recevons également un ancien syndicaliste, même s'il ne l'est pas, parce que vous êtes toujours du SAEMS. Hein? Un titre honorifique. Honorifique, ok. Coordinateur de la plateforme pour la promotion de l'école de la réussite. Nous allons parler des syndicalistes. De plus en plus, Serigne Mansour Tall, les syndicalistes intègrent les partis politiques, même si vous allez me dire que ce n'est pas nouveau. Nous avons connu quand même la participation responsable, et bien avant même la participation responsable, il y a certainement d'autres syndicalistes qui avaient intégré des partis politiques. Ce n'est pas nouveau, mais c'est une fragrance de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer? Ce n'est pas nouveau parce que depuis l'UNTS, on a eu toujours... on a eu même l'affiliation. On a eu des partis affiliés, des syndicats affiliés aux partis politiques. Après, même avec la CNTS, on a eu un processus de désaffiliation. Mais la CNTS avait même un quota. À l'époque, on l'appelait la 8e région, parce qu'ils avaient un nombre de ministres, ils avaient 10% des députés, ils avaient des postes au conseil d'administration. Mais ce qui a changé, à mon avis, c'est l'émiettement des organisations syndicales, on a essayé de les regrouper dans des centrales, mais même ces centrales se sont émiettées. Et les derniers résultats des élections de représentativité ont montré quand même que cet émiettement est encore plus prononcé, avec surtout le rôle prégnant des syndicats de l'enseignement moyen supérieur, de l'enseignement moyen secondaire. On a vu que le QSEMS et le SAEMS ont beaucoup influencé les élections de représentativité au niveau des syndicats lors des élections du mois de décembre au niveau des centrales. Cela aussi est un peu la résultante de ce qui s'est passé au niveau politique. Les syndicats deviennent un peu des tremplins pour avoir voix au chapitre et pour se positionner au niveau des instances politiques. Et avoir des postes aussi, hein, des postes. Oui, tout à fait, des postes, même si c'est pas nouveau aujourd'hui, on ne voit plus la frontière entre le syndicalisme et la politique. Je ne veux citer personne, mais on a même tendance à confondre
les rôles politiques et les rôles de leaders dans les syndicats. Et ceci n'est pas une bonne chose parce qu'à un moment donné, on a tendance à catégoriser les syndicats qui sont pour ou contre le gouvernement. Et là, je ne veux pas taquiner mon ami éco-débatteur, mais les syndicats ont joué, surtout les syndicats de l'enseignement, ont été mis à rude épreuve avec l'arrivée des volontaires de l'éducation et des vacataires, qui ont complètement quand même un peu bouleversé l'affiliation syndicale. Au début, ils avaient même pas le droit d'être syndiqués, mais après, lorsqu'on a créé ces corps émergents ont beaucoup influencé le positionnement syndical, du fait que dès l'instant qu'ils étaient rentrés dans ce qu'on appelait le dialogue social, qui devient maintenant les grèves sociales, ça a beaucoup changé. Les élections avant, les syndicats avant, c'était beaucoup de questions de formation. C'était beaucoup de revendications du point de vue de l'amélioration des conditions de travail. C'était beaucoup de dialogue social. Moi, je vois le rôle qu'ils ont joué dans les coopératives d'habitat. Mais de plus en plus, on est un peu trop focalisé sur le statut de l'enseignant, sur les avantages en termes de salaire. C'est légitime, les enseignants quand même donnent beaucoup pour ce pays. Mais à mon avis, il faut équilibrer. Ce manque d'équilibre-là a beaucoup nui au syndicalisme parce que durant la participation responsable, durant l'affiliation, même avec l'arrivée de Wade et la montée des syndicats autonomes, on avait quand même un champ de revendication beaucoup plus fondé sur le dialogue social que sur la grève systématique. On se rappelle tous de l'année dernière la grève des syndicats de l'enseignement supérieur, de l'enseignement moyen secondaire a traîné en longueur sans que même nous on s'en apercevoie. Et à un moment donné, il fallait juste que l'État s'engage. L'État a fait des promesses qu'il n'a pas respectées, mais à mon avis, il faut être un peu plus équilibré, que les syndicats ne faillissent pas à leur rôle de formation, à leur rôle de proposition politique, parce que personne ne peut mieux connaître le secteur de l'enseignement que les enseignants. Et malheureusement, aujourd'hui, on a un débat politique autour du budget du ministère de l'Éducation nationale. Les gens, à chaque fois qu'on amène des critiques sur ce qui ne marche pas, ils disent que pourtant nous consacrons le quart du budget à l'éducation nationale. On ne sait pas si c'est des investissements, on ne sait pas si c'est du fonctionnement. On n'a aucune traçabilité de comment les choses marchent au sein de l'enseignement. Mais à mon avis, les syndicats doivent jouer leur rôle, ne pas laisser le dialogue politique, parce que quand on parle de dialogue politique, les gens pensent que c'est les partis politiques, mais le dialogue politique, c'est aussi le dialogue des politiques d'éducation. Et à mon avis, les syndicats ont joué un rôle important. On avait des leaders charismatiques, Ibn Ndiaye Diadji, qui fut mon professeur de français. Et, en tout cas, il y avait quand même des leaders qui même posaient les débats de fond, et de plus en plus, on a tendance à avoir un véritable petit rôle comme dans les partis politiques. Mais vous êtes très bien interpellé. Qu'est-ce qui fait courir les syndicalistes? Bon, la pratique en cours présentement fait qu'on ne peut pas distinguer la ligne de démarcation entre le syndicalisme et la politique. Mais les missions ne sont pas les mêmes. Tout à fait. Un syndicat a pour objet de défendre les intérêts matériels et moraux, tant individuels que collectifs, des travailleurs, des salariés. Alors que le parti politique, son rôle, c'est la conquête et la préservation du pouvoir. Même si, dans bien des cas, les syndicats luttent pour la transformation économique, donc analysent et font des propositions sur les politiques publiques. Je pense que là, fondamentalement, il y a une ligne de démarcation qui est très nette, même si certains entretiennent la confusion. C'est-à-dire c'est à deux niveaux. Déjà, au niveau des politiques, il y a toujours, parce que les syndicats également ont une certaine capacité de mobilisation. C'est ce qui fait courir les politiques. Les syndicats ont une capacité de mobilisation. Généralement, les syndicats sont animés par des gens qui savent porter le discours, qui savent faire le travail de terrain, etc. Tout ce que désire l'homme politique. Il a besoin de quelqu'un qui sait porter le discours, qui sait investir le terrain, qui sait organiser les masses. Or, dans les syndicats, c'est ce qui se fait quotidiennement. Donc, il y a toujours cette tentative
donc d'inféodation des organisations syndicales. Donc au Sénégal, on a toujours... Mais ce processus, quand même, s'est estompé en un certain moment. Comme on l'a vu, tous les syndicats qui étaient sous la bannière de partis politiques ou bien affiliés à des partis politiques ont pratiquement disparu ou ont perdu leur capacité de mobilisation. Il y a eu l'émergence de syndicats autonomes. C'est ça. Aujourd'hui, à l'image du SAES, par la suite, dans le moyen secondaire, il y a eu le KISEMS, le SAEMS. Donc, ce sont des syndicats autonomes et c'est caractérisé par une organisation beaucoup plus démocratique avec la limitation et le renouvellement des mandats. Et là, aujourd'hui, il y a quand même une très grande visibilité dans le champ syndical, même si certains, par opportunisme, essayer d'utiliser donc la tribune syndicale pour se positionner sur le plan politique. Mais de façon générale, et ça, donc, en tout cas pour le secteur de l'éducation, les gens savent faire la part des choses. Donc les syndicats qui sont à orientation politique sont pratiquement réduits à leur plus simple expression. Donc tous ceux qui ont tenté d'organiser ou bien des syndicats, de mettre en place des syndicats sur la bannière d'un parti, n'ont pas été suivis, ont lamentablement échoué. Certes, on parle, il y a beaucoup d'acteurs politiques qui sont dans, beaucoup d'acteurs syndicaux qui sont dans la politique, mais de façon générale, pour les grandes organisations, donc la tendance, la ligne, c'est l'autonomie et l'indépendance vis-à-vis des partis politiques. Donc c'est extrêmement difficile, mais bon, les gens ont réussi, donc pour les syndicats qui comptent, à encadrer ce processus-là dans le cadre des textes. Pour que... Alors on a comme l'impression, les Sénégalais, l'impression qu'ils ont, ou la majeure partie des Sénégalais, et que les syndicalistes ou les centrales syndicales ne se préoccupent plus des intérêts des travailleurs et même des Sénégalais. On a quand même entendu qu'il y a il y a une pénurie de riz et de gaz, on ne les entend pas. La cherté de la vie, on ne les entend pas. Le pouvoir d'achat, on ne les entend pas. On préfère aller voir une Oumindour, notre consoeur quand même qui a porté le combat de la cherté des factures, ou alors voir les influenceurs. Est-ce que cela veut dire que le syndicalisme est en train de mourir au Sénégal? Bon, Mbaye a raison, hein. Il y a la montée des syndicats autonomes, surtout à partir de 2000, mais c'était surtout pour remettre en cause la participation responsable et l'affiliation. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, sur le plan du dialogue social, les syndicats quand même ont marqué le pas. Des questions importantes relatives au pouvoir d'achat, à la cherté des factures d'électricité, d'eau, à la fourniture de certains services, sont aujourd'hui complètement oblitérés par un agenda de revendication basé seulement sur le statut de l'enseignant. Bon, moi je suis quand même enseignant, je veux bien que ce statut soit renforcé, mais à mon avis, si aujourd'hui le citoyen lambda n'écoute pas trop les syndicats, c'est parce que les syndicats aussi ont perdu beaucoup d'entrain et ont laissé l'espace politique, le dialogue politique entre les mains des partis politiques et de leurs organisations. Et à mon avis, cela a beaucoup fait perdre beaucoup. Aujourd'hui, on a vu, même les élections de représentativité ont montré quand même que les centrales sont émiettées. Au sein même de la CNTS, on voit CNTS, FC, au sein en tout cas, même au sein des autonomistes, on a vu que les gens ne parlaient pas le même langage. Et le problème a été qui va remplacer celui qui était sur les mairies, qui va le remplacer? Est-ce que Sidia qui va le remplacer? Le dialogue n'est plus fondé sur des acquis, mais c'est plutôt sur les personnes. Et ce qui est arrivé aux partis politiques aussi risque d'arriver aux syndicats, c'est-à-dire la personnification du leadership. Et ça, à mon avis aussi, ils doivent lutter contre ça et ils doivent renouveler leur agenda, non pas seulement sur le statut de l'enseignant, mais aussi sur les questions des abris provisoires, sur les questions du contenu des enseignements apprentissages, sur les questions de l'adéquation entre la formation et les métiers. Ça, je ne vois pas des syndicalistes qui font des débats quand même sur ça. Peut-être lui, il parle de l'école de la réussite. Ça, c'est un bon objectif très noble. Mais à mon avis, il faut un peu sortir du cadre seulement de la revalorisation de la fonction
fonction enseignante et prendre en charge les questions sociales. Et ça fait défaut au niveau de nos syndicats. Et les gens aussi, comme les partis politiques, ont besoin de rationaliser l'espace syndical. Il y a, à mon avis, un petit pays comme ça, il y a trop de syndicats. C'est vrai, la représentativité, elle est importante, mais la gestion, elle est importante, mais aussi, surtout, le dialogue social. C'est là où vraiment ils ont perdu beaucoup de terrain, nos syndicats, et c'est un contre-pouvoir tout à fait important, aussi important que la presse, pour quand même ne pas laisser l'espace politique seulement aux politiciens. La politique est une affaire trop sérieuse pour être laissée entre les seules mains des hommes politiques. C'est à l'image du pays, hein. On n'a pas la lisibilité des projets, que ce soit des partis ou des syndicats. Maintenant, tout le monde est autonomiste. Hein, tous les syndicats, toutes les grandes centrales le sont, mais on ne voit pas la frontière. D'ailleurs, c'est arrivé depuis 2000, hein, quand Wade était là, il a cherché son syndicat d'enseignement. Tous les présidents qui vont venir vont trouver un syndicat d'enseignants parce que ils ont l'arme de la grève. Et à mon avis, ça c'est pas une bonne chose. Il faut que les gens fassent un dialogue social préventif basé sur les valeurs, comme il l'a dit Mbaye Fall, mais aussi basé sur le projet que nous voulons de notre éducation. Et justement, ça ne sent pas trop bien, si l'on regarde bien la situation de l'enseignement au Sénégal. Il y a 20 ans, avec le Bénin, on avait presque le même niveau, sinon un niveau supérieur au secondaire en France. Aujourd'hui, on voit que même pour aller en France, il y a beaucoup de tests qu'on doit faire parce que le niveau de l'enseignement a beaucoup baissé. Alors, si les Sénégalais ne vous suivent plus, si les Sénégalais n'ont plus confiance aux syndicalistes, est-ce que ce n'est pas un risque pour la mort définitivement du syndicalisme au Sénégal? Non, je ne le pense pas. Moi, mon sentiment, c'est une conviction profonde, le syndicalisme est toujours debout. Même si les centrales syndicales sont restées étonnamment silencieuses devant la dégradation des conditions de vie et de travail, donc des militants, des salariés, quand même dans les différents secteurs, les syndicats jouent, surtout dans les syndicats de branche, il y a un rôle d'avant-garde et de veille. Ce rôle d'avant a permis des avancées notables, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, dans beaucoup d'autres secteurs. Donc il y a une présence dissuasive des organisations syndicales. Et ça a été un facteur important pour se prémunir des dérives et autres. Donc quotidiennement, il y a un syndicat au niveau de l'éducation. Quotidiennement, les syndicats abattent un travail important, peut-être qui n'est pas aussi visible que ça aurait dû l'être. Même du point de vue, pour ce qui est des propositions, des réflexions, donc il y a des réflexions de fond qui ont été engagées par les organisations syndicales sur les différents aspects des secteurs concernés, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'éducation, pour toutes les assises qui se sont tenues, la contribution des syndicats a été une contribution globale et pertinente. Maintenant, il se pose toujours un problème de mise en œuvre. Les gens ont dépassé depuis longtemps le corporatisme étroit où il fallait tout simplement se focaliser sur la condition du personnel. C'est un élément, c'est un intrant fondamental. Parce que, également, il faut le reconnaître, pendant très longtemps, le travail des enseignants n'a pas été reconnu ni rétribué à sa juste valeur. C'est pourquoi il y a ce processus de rattrapage. Il y a un processus de rattrapage pour repositionner l'enseignant sénégalais, pour qu'il puisse être dans des conditions, dans les meilleures conditions, pour donner le meilleur de lui-même dans la formation des jeunes esprits. Et c'est fondamental. Donc l'enseignant a été tellement dévalorisé, donc il a été au bas de l'échelle. En un certain moment, il a fini par ne plus croire et c'est dangereux pour l'élève. Donc il nous faut, quand on parle de l'élément central, l'intrant, d'abord c'est l'élève, mais également la condition de l'enseignant est essentielle. Maintenant, il y a les conditions d'enseignement-apprentissage. Sur tous ces aspects, qu'il s'agisse des abris provisoires et autres, sur tous ces aspects-là, les syndicats donc, sont en train de jouer un rôle fondamental pour inverser tout ce qui est tendance négative. Ils ne se limitent pas à des revendications corporatives, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il va falloir d'abord maintenant qu'ils s'organisent. Peut-être organiser la communication, mieux organiser la communication pour rendre plus visible ce qu'ils font en direction des populations. Parce que, aussi de façon générale, le rôle et la mission d'une organisation syndicale, c'est de défendre les intérêts des populations dans son secteur d'activité. D'ailleurs, c'est pourquoi, dans le cas de des solutions à l'émiettement également. L'émiettement, ce sont des ambitions parce que les gens, bon, ça, ce sont les textes, les gens sont, mais de toute façon, il y a l'émiettement, il y a une prolifération, c'est une tendance générale au Sénégal. Donc, même si vous mettez
vous vendez quelque chose comme ça, dit tchaf. Donc au coin de, si les gens voient qu'il y a une queue, demain tout le monde, tout le quartier va vendre. Donc c'est bon, c'est comme ça que ça, il y a cette dimension-là. Mais je pense que bon, il y a les élections de représentativité, des mécanismes ont été mis en place. Mais le taux de participation était très faible. Ouais. Ça dénote un processus de désyndicalisation, mais une perte de crédibilité. C'est ça. Ça également, il faut le reconnaître. Donc d'où l'intérêt de recentrer le discours. Parce que, quoi qu'on puisse dire également, le syndicat, certes c'est une poste de proposition, mais c'est un instrument de lutte et un moyen de contre-pouvoir. Et d'ailleurs, les centrales l'ont appris. On a, pour les élections de les élections générales, pour les centrales, le taux de participation est de 29,1%. Oui. 29,1%. Donc pendant très longtemps, on n'a pas entendu les centrales syndicales sur les questions essentielles. Ils en sont réduits donc à des postures conventionnelles, à des cérémoniales avec le 1er mai, à des fonctions de représentation, alors que leur mission fondamentale, c'était de se positionner et de prendre en charge les préoccupations des populations, donc pour ce qui est de la dégradation de la qualité de la vie. Donc ça n'a pas été le cas. Donc la perte de crédibilité qu'on a observée peut être liée à ça, mais d'une façon générale, le syndicalisme est toujours debout dans les différentes branches d'activité. Donc les organisations syndicales se battent et sont en train de défendre de façon correcte les intérêts des populations dans le secteur d'activité. Mais je pense qu'ils doivent se positionner sur des questions centrales, des questions de fond. Par exemple, aujourd'hui, l'équipement de nos élèves avec le numérique, ça c'est des questions que je vois rarement les syndicats aborder des questions comme ça. C'est les questions centrales. Si des pays comme la Corée ont pu avancer très rapidement, c'est parce que le statut de l'enseignant, mais aussi les moyens de l'éducation ont été renforcés depuis très longtemps. Ça, Mbaye, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais au regard du taux de participation aux élections de représentativité montre quand même que il y a pas un intérêt. Est-ce que l'État aussi n'a pas un rôle à jouer par rapport au syndicalisme et aux syndicats dans les entreprises, même privées? On a vu que la plupart des travailleurs n'osent pas se syndiquer parce que justement, Binta, je voulais terminer par ça. La voix des syndicalistes qu'on entend, c'est les enseignants et la santé et le Sud-Just. Mais on n'entend plus le privé comme du temps de Madia, ou bien dans l'histoire syndicale, le rôle des cheminots, parce que ça aussi c'est en rapport avec la situation économique désastreuse. Le syndicalisme a été porté en flambeau par les cheminots, ensuite par les industries agroalimentaires. Madia même est passé du syndicalisme des cheminots en allant vers l'alimentaire. Aujourd'hui, on n'entend plus que les enseignants et la santé. Ça aussi, ça montre quand même. Les travailleurs sont laissés à la merci des employeurs. C'est le code du travail. Les gens se font avec les différentes modifications. Donc, on a fragilisé les travailleurs. Tout à fait. Et les syndicats n'ont pas réagi, réagi fortement pour mettre un terme à cela. Donc, dans beaucoup de secteurs, nous nous rendons compte que même pour avoir un délégué du personnel, c'est un problème. Donc là, ce sont des entraves graves. Alors que le statut est quand même bien encadré. Des entraves à la liberté d'association, donc des licenciements abusifs, donc pour activités syndicales, font légion et on ne dit rien. Voilà, ce sont ces facteurs-là qui concourent. Il faut que l'État aussi soit beaucoup plus fort. Qu'il soit présent aussi dans les maisons de presse. Pas dans les maisons de presse, mais dans les entreprises privées. Parce que là, quand vous parlez de Corée et autres, également, ça c'est l'école de demain. C'est l'école de demain, il faut une politique éducative globale, il faut une vision globale. On a parlé de fonctionnement, c'est vrai, le budget de l'éducation, donc c'est un budget qui est très important, mais où également il faut reconnaître que 80% sont destinés au fonctionnement. Au salaire. L'investissement ne représente que 20%. Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer des fonds additionnels, des fonds spéciaux? Et même ces 20% peut-être sont maquillés. Merci beaucoup à Serigne Mansour Tall, enseignant-chercheur à l'université Amadou Mahtar Mbow. Merci également à Mbaye Fall Leye, ancien syndicaliste, coordinateur de la plateforme pour la promotion de l'école de la réussite. Merci d'avoir suivi. Bon dimanche. Remue Ménage revient, Inch'Allah, dimanche prochain.